Jadis, il y a fort, fort longtemps, une adaptation du Seigneur des Anneaux par Warner fut créée et tomba dans l'oubli. Sauf pour Nils97 qui m'a demandé cette vidéo. Et ouais, avant la trilogie retentissante de Peter Jackson, une adaptation animée du livre de Tolkien a été instigée par l'animateur Ralph Bakshi. Film d'ailleurs qui aura un peu inspiré Peter Jackson dans la mise en scène de sa trilogie, comme on peut l'apercevoir à quelques instants. Mais est-ce à dire que la version animée de 1978 ne mérite pas d'être oubliée dans l'ombre de son successeur? La réponse mérite une approche un peu détaillée. À compter de maintenant, sachez que je partirai un peu du principe que vous connaissez déjà l'histoire dans ses grandes lignes, soit par les livres, soit par les films de Jackson. Sinon, cette vidéo n'est pas la meilleure façon de la découvrir. En avant pour le Seigneur des Anneaux de Bakshi. Donc, il y a fort fort longtemps, on a forgé des anneaux magiques pour tout le monde. 9 pour les hommes mortels, 7 pour les seigneurs nains, 3 pour les rois elfes. Ils se sont un peu fait baiser dans le deal, cela. Mais c'est le mochant Seigneur des Ténèbres Sauron qui s'est senti le plus lésé et s'est dit « Merde, si c'est comme ça, je vais m'en forger un moi-même !» L'anneau qui les gouverne tous. Qui lui octroya le pouvoir de se battre au ralenti sur filtre rouge dégueulasse. Ok, j'ai deux remarques à faire. Déjà, engagez de meilleurs chorégraphes pour vos combats. Ensuite, vous faites un film d'animation, faites de l'animation. Je veux dire, ce serait juste un style pour détacher l'intro du reste, ça m'irait, mais ces prises de vue réelles avec une rotoscopie baveuse s'éparpillent durant tout le film et ça se mélange très mal avec l'animation en 2D classique, qui est pas toujours la meilleure non plus. Le pire, je pense, c'est quand on alterne entre les vrais acteurs et les dessins à la main des mêmes personnages sur des scènes qui s'enchaînent. Y a rien de plus discordant que ça. L'une des choses de base qui permet d'être pris dans un personnage animé, c'est la consistance de son design. Et vous êtes pas foutu de réussir ça. Enfin bref, on a donc l'intro-exposition de tout ce qu'il y a à savoir. Isildur le héros, l'emprise de l'anneau, les spectres, Gollum qui tue son pote pour le précieux, et aussi parce qu'il joue mal. J'ai trouvé ceci et j'entends le garder. Après, il est pas fameux lui non plus. L'anneau le rendit fou. Il vécut dans une caverne, sous une montagne. Puis Bilbon met la main dessus, blablabla. Des années plus tard, Gandalf, le magicien, rendit visite à Bilbon, qui fêtait son anniversaire et son départ. Certes... On touche direct le gros problème de cette adaptation, beaucoup de choses vont trop vite. Dans le film live action, enfin totalement live action, on prend le temps d'instaurer la comté, les personnages qui y vivent, les liens entre eux, ça appuie leur mentalité et ce qu'ils laissent derrière. Là, non seulement la backstory, mais aussi les environnements et personnages sont expédiés. Et c'est le souci quand on veut résumer 800 pages de bouquin en 2 heures. Parce que oui, ça reprend à peu de choses près la même quantité d'histoire que dans les 2 premiers films de Peter Jackson, qui eux prennent 3 fois plus de temps. De ce fait, énormément d'éléments sont trop vite abordés, et sincèrement, si je ne connaissais pas déjà l'histoire, je me demande si la narration de ce film aurait pu m'accrocher. Vous savez, c'est très similaire à... Non, ne soyons pas trop insultants envers le film de Bakshi non plus, c'est comme... Vous connaissez ces livres à images tirés de films animés Disney? Ceux qui essayent de résumer 1h15 de film en 40 pages, perdant ainsi la plupart des détails qui font le sel du récit? Eh ben c'est un peu le même principe. Bref, alors que Bilbon est devant un public on ne peut plus stoïque, il montre à tout le monde qu'il possède un anneau magique avant de disparaître. Et personne ne pense à venir regarder chez lui après ça, à part Gandalf. Ouais, j'ai toujours trouvé ça un petit peu forcé. Gandalf le force à laisser ici son anneau pour Frodon. Il s'écoule ensuite 17 ans. 17 années s'étaient paisiblement écoulées dans le comté. Wow, effet de dingue! Et c'est tout le temps qu'il aura fallu à Gandalf pour faire des recherches. On développera pas plus. En tout cas, le processus a dû être très chiant pour que ça dure aussi longtemps. Apparemment, dans cette version, toucher l'anneau un bref instant ne dérange pas une seconde notre sorcier. Le côté son pouvoir courant le fait un peu moins flipper là. Son truc, c'est plus de faire flipper un peu gratuitement les autres. Désormais, tu es celui qui détient l'anneau.
Dois-je te pointer plus longtemps de mon doigt inquisiteur pour que tu comprennes? Ayant donc vent de la menace, Frodon décide de... Se rendre quelque part tout seul, on peut espérer qu'ils n'importuneront pas le comté. Quelque part, ouais. Vive la précision, hein. Qu'as-tu entendu et pourquoi as-tu écouté? Oh, monsieur Frodon, je... Oh, meilleure introduction de personnage au monde. On répond, Sam. Ma foi, j'ai entendu des tas de choses, mais en vérité, je n'ai rien compris, excepté qu'il était question d'anneaux et d'elfes. J'aimerais tant voir des elfes, monsieur Frodon. Ils n'ont pas prononcé une seule fois le mot elfe dans leur conversation jusque-là. Ils se laissent embarquer là-dedans sans trop réagir, et alors que lui et Frodon se préparent à partir direction Foncombe, Gandalf décide d'aller demander l'aide de son mentor. Je viens te demander de l'aide, Saruman le Blanc, cette époque troublée. Les neufs sont lâchés, l'ombre approche. Un petit bonjour, ça te tuerait, malpoli? Mais Saruman se dévoile être du côté de l'ennemi via son attaque de la gouache. Et ouais, c'est une superbe rixe de magie qu'on a là tout de suite. Il l'enferme donc dans une bulle en technicolore. Et on voit ensuite que Merry et Pipin ont été embringués là-dedans hors champ. Deuxième meilleure intro de perso au monde. Le film prend enfin le temps de se poser avec la scène du spectre qui s'en sort presque aussi bien que celle qu'on connaît, en dépit des petites saccades d'animation. Et c'est là que Merry, je crois, insiste pour qu'il l'accompagne jusqu'au bout. S'il s'agit de te rester attaché envers et contre tout, tu peux compter sur nous. Mais tu ne peux pas compter sur nous s'il s'agit de te laisser affronter l'ennemi tout seul en t'abandonnant. Parce que nous sommes tes amis, nous. Tant que tu croiras en nous et en l'âme des cartes, tu pourras triompher. C'était mon plus grand développement de personnage. Après ça, ils se retrouvent à l'auberge du poney fringant. Silence! Veuillez écouter. Nous avons ce soir des visiteurs venus du comté. Ce n'est pas la porte à côté. Ouais, des étrangers! Ça va peut-être faire grimper le commerce. Oui, monsieur Sougolin, chantez-nous un air du comté. C'est comme si un noir entrait dans un bar de blanc et qu'on gueulait « Ah ouais, vas-y, joue-nous un air de jazz !» There is an inn, a merry old inn. Il se fait repérer de façon complètement stupide, ce qui les fait approcher par... Je me nomme Aragorn. Je suis fils d'Arathorn. Et dernier descendant du peuple indien. Il doit travailler à leur solde. J'en doute, Sam. Un serviteur des ennemis aurait, me semble-t-il, l'air plus honnête, tout en étant plus fourbe. Oui, parce que tous les serviteurs de Sauron et Saruman sont bien connus pour cacher subtilement leur fourberie. Mais parallèlement, les spectres attaquent Merry et ne font rien d'autre. Il revient pour en parler et c'est tout. Ça a servi à quoi ? Et ne me dites pas que ça leur permet de repérer là où est Frodon. Le fait qu'il ait mis l'anneau par inadvertance devrait suffire pour les attirer. On a ensuite le même enchaînement que vous connaissez, où Aragorn les conduit à Foncombe en fuyant les spectres et où Frodon se fera empoisonner. Ça va encore un peu vite par moment, mais il y a pas mal de mise en scène qui passe bien. C'est là que la belle elfe brune arrive à leur secours. Oh, Legolas! Pardon, la belle elfe blonde. Sam, désormais rien ne guérira votre monsieur Frodon sauf les mains d'Elrond. Il faut gagner Foncombe. C'est dingue pour un film qui doit condenser autant d'histoires que vous arriviez tout de même à caser de l'exposition inutile comme ça. 5 cavaliers noirs sont à notre poursuite. Et sans doute 4 autres nous attendent-ils au guet. Si nous perdons un instant, nous perdrons et Frodon et l'anneau. Putain, ce Legolas est d'un soporifique. Orlando Bloom sur Cheaté me manque déjà. Et il a beau en avoir cité 5, on ne voit qu'un seul spectre les rattraper. Les autres prenaient leur pause café. Ah ben vous voilà les gars, c'est pas trop tôt. J'avais l'air de quoi moi, à bosser tout seul. Frodon se démarque plus ici que dans le film live action car il se sauve tout seul après une petite lutte mentale, même si Moïse vient lui donner un coup de main à la fin. Il se retrouve donc à Foncombe, soigné et accueilli par Gandalf. La rivière, elle a emporté les cavaliers. C'est la rivière d'Elrond. J'y ai ajouté quelques touches personnelles.
Je ne sais si tu l'as noté, les chevaux blancs... Ça n'a servi absolument à rien, mais j'ai un fétiche pour les équidés. Oh, ça va, je sais que je suis pas le seul. Tu ne m'as pas interrogé pour savoir à quoi était dû mon retard. J'ai oublié. J'ai un flashback à raconter, donc j'ai besoin que tu poses la question, merde. C'était quoi ce texte? Le grand aigle Gwaïr a répondu à mon appel et m'a sorti de là. Parce que les aigles sont immunisés contre les bulles d'enfermement magique. On a les retrouvailles avec Bilbon qui repense à son précieux. Oh là, il nous fait une attaque cérébrale. Que quelqu'un appelle un médecin! Toute la matinée, le conseil d'Elrond a débattu de l'histoire de l'anneau unique et de Sauron son maître. Oui, ne nous le montrez pas en détail, c'est pas comme si c'était vraiment important de présenter la mentalité des futurs membres de la communauté de l'anneau. Vous êtes vraiment des quiches pour introduire vos personnages. Bon, au moins on passe un tout petit peu de temps sur Boromir, le viking. Ça doit être le design avec lequel j'ai le plus de mal, même si le look César décontracté d'Elrond est pas mal non plus. On ne peut que renvoyer l'anneau au feu où il fut forgé. La montagne du destin. Ou bien nous pouvons nous en servir pour vaincre ce maudit village gaulois. Pourquoi voudriez-vous renoncer à cette puissance? L'anneau pourrait sauver la Terre du Milieu. De quelle façon, techniquement? C'est un autre truc qui m'a toujours fait un peu tiquer. Je veux bien croire qu'il est super puissant au doigt de Sauron, mais en dehors de lui, ça semble juste pouvoir rendre invisible le pecno qu'il porte. Et pas aux yeux de tous, en plus. Comment ils envisagent de grandement faire pencher la balance de la guerre avec ça? Donc ouais, Frodon se porte garant pour porter l'anneau au Mordor, sans vrai drame dans la mise en scène, et on ne voit même pas ses accompagnateurs se proposer, ça se décide hors champ. Que c'est prenant à suivre! Vive la communauté! Ce coup-ci, c'est Gandalf qui préconise de passer par les mines de la Moria. Nous pourrions passer par la trouée de rang. Je la mettrais l'anneau trop près d'Isengard. Ce serait risqué. Pourtant, vous vous risqueriez dans les mines de Moria. Vous et moi y sommes déjà allés. Et en sommes revenus vivants. Si je suis plus théâtral dans mes gestes, peut-être cela vous convaincra-t-il? Mais il bute devant la porte. Que vous êtes malins, vous les nains, pour dissimuler les choses. Ainsi, sur les grilles de votre plus beau et très ancien royaume, vous avez écrit ces mots dits amis et entre. Et cette porte ne peut être ouverte en nulle autre langue. Oula! Pas tant d'animosité à la fois, on se calme! La porte finit par s'ouvrir, mais alors... Ah, Gandalf! Lâche-moi! Je ne suis pas une fille d'animé japonais! J'arrive! Petit conseil, la prochaine fois ne prends pas une dague en caoutchouc. Ils parviennent à le tirer de là et le monstre les enferme. C'est impoli de laisser la porte ouverte quand on entre chez les gens. Pensez au courant d'air. En explorant les mines, il tombe sur un grand puits dans lequel Pipin jette un caillou et Gandalf en pète une durite. C'est toi que je jette la prochaine fois. Tiens-toi tranquille. Touk, dément. Et vous aussi. Et toi. Ok, pète un coup, vieux. La sénilité frappe plus brusquement que ce que je pensais. Ils finissent par apprendre le massacre des nains qui se sont posés ici par les orques du coin, qui ont eu l'amabilité de laisser leur livre de bord intact sur place. Gandalf, je voudrais m'en aller. Nous allons nous en aller, Pipin. Est-ce qu'il y a une romance entre eux, ou bien c'est son fils de 9 ans caché? S'ensuit donc le combat contre les orques qui arrivent, et... ouais, ça fait pas le figure quand on compare maintenant, hein. N'approchez pas! N'approchez pas, surtout! D'accord, si c'est demandé gentiment. Mais c'est là que se pointe Excusez-moi, c'est là que se pointe le gros méchant lion papillon et Gandalf le « Vous ne passerez pas !» ce qui ne devrait pas être si efficace vu qu'on a montré qu'il savait voler 20 secondes plus tôt. Cela dit, il ne tombe pas tout seul. Sauvez-vous, imbécile! J'adore la façon nonchalante dont il le dit. Bon, d'accord, je tombe vers ma mort, mais pensez à vous barrer quand même. Et vous vous souvenez comme les hobbits étaient dévastés après ça dans le film live action? Voilà comment ils le prennent ici. Il se peut qu'il y ait une cicatrice. Ça ne fait rien. Nous avons une longue route à faire.
Mais à quoi bon sans Gandalf? Nous n'avons aucune chance. J'ai perdu la meilleure carte de mon deck, je vais pas pouvoir gagner la partie. Sans transition, il se retrouve chez Dame Galadriel, où il passe quelques moments pépères via un petit montage. Apparemment, rien de presse et tout va bien. Ceci est le miroir de Galadriel. Ou comme j'aime à le surnommer, le miroir spirographe. On passe un peu de temps là-dessus, mais on ne montre pas les objets qu'elle est censée donner à Frodon et compagnie, qui sont genre super importants pour la suite, et la communauté poursuit son chemin comme si c'était juste un petit détour parenthèse. Parce que c'est plus ou moins ce que c'est maintenant avec les changements que vous avez faits. Frodon a besoin d'être seul un instant, et Boromir vient de faire le numéro que vous lui connaissez. Nous autres de Minas Tirith désirons seulement la force de nous défendre, rien de plus, croyez-le. Dites-moi, y a-t-il un mal à ça, Frodon? Assez tristement, son arc est une des choses les plus réussies de ce film, mais ça reste plutôt difficile de l'apprécier pleinement quand on a l'excellent traitement par Sean Bean juste à côté. Oh, excusez-moi. On a donc la version accélérée du sacrifice de Boromir, la version accélérée du départ de Frodon seul et de Sam qui le rejoint. Je suis là, Sam. Sauvez-moi, monsieur Frodon! Au secours, je me noie! T'es accroché au bord du bateau, mec, c'est bon, t'as fait tout le boulot, hein. Aragorn, Legolas et Gimli suivent alors la piste des orques qui ont enlevé Merry et Pipin au ralenti. Ouh, qu'il est moche! À partir de là, donc, on va suivre le gros du scénario du film Les Deux Tours, dans les 40 minutes qui restent. Ça promet! Enfin, je dis ça, mais ça commence plutôt bien, hormis les soucis habituels du visuel. La traque des orques, Merry et Pipin maltraités, avant de se faire sauver par une troupe mystérieuse et de fuir dans les bois, tout ça est montré assez efficacement. Parallèlement, on voit que Gollum a toujours le pouvoir de se rendre invisible même sans anneau, vu que Frodon et Sam auraient clairement dû le voir dans cette configuration, même si ça ne dure pas longtemps. Oh, laissez-nous! Ne les laissez pas nous blesser. Vous allez devoir nous aider, car un bienfait en vaut un autre. Par contre, ce serait cool que tu me regardes quand je te parle. Non, oui, certes, gentil Hobbit. Est-ce que c'est moi qui suis aveuglé par la prestation d'Andy Serkis, ou bien cette interprétation est totalement fade? Peut-être que ça vient aussi de la mise en scène très palote de leur rencontre, mais ce personnage ne dégage pas la moindre réaction chez moi, là. C'est juste l'élément de passage qui permet de faire progresser l'intrigue, et ça n'aide pas qu'il ait la même voix que le grand Schtroumpf, voici. Smigol connaît un chemin secret à travers les marais. Suivez Smigol. Il va falloir qu'on l'évite, Gargamel! Et il n'y a pas grand-chose de plus à raconter sur ça, puisqu'il n'y aura pas le passage autour de Varamir ici, et Sméagol est déjà en mode traître en prévoyant de les faire bouffer par l'araignée géante. Donc, niveau psychologie torturée du personnage, ils se sont pas trop cassés les couilles. Du côté des deux autres hobbits, ok, c'est trop vous demander d'être consistant sur la couleur de leurs cheveux. Des fois, un brun devient blond, des fois, un blond devient brun. C'est pas si dur de faire gaffe à ces trucs-là. En l'espace de 10 secondes, ils ont leur rencontre avec Sylvebarbe Lent. Vous pouvez m'appeler Homme Arbre. L'homme arbre, excusez-moi. Je ne suis pas ami de ces orques qui tuent les arbres, ni de leurs maîtres. Aragorn et compagnie ne parlent pas à Éomer et croisent direct le nouveau Gandalf blanchi, sans rien pour instaurer ça, bien sûr. Votre arc, Legolas, c'est Saruman. Elfe, mortel et nain à la fois. Ah, voilà qui est rare à notre... J'adore le fait qu'il déconne avec eux pour faire un mini faux conflit forcé, alors que la mise en scène le justifiait dans le film live action. Il nous résume en 20 secondes comment il s'en est tiré face au Balrog dont on ne montre pas plus d'images pour une raison que je comprends, et il leur demande de l'accompagner au château d'Edoras pour aider son roi. Théoden se fait vieux. Il ne quitte plus sa cheminée et s'en remet entièrement à son nouveau ministre, Grima, langue de serpent. C'est quelqu'un de très affectueux, ce Grima. Grima, pourrais-tu retirer la dague de ta ceinture quand tu es près de moi? Oui, je ne porte pas de dague, monseigneur. Grima, qui a le pouvoir de se téléporter, apparemment, car on le voit assister au grand speech de son maître Saruman à son armée, avant d'être de nouveau au bras de Théoden quand Gandalf arrive 10 secondes après. Sachez
que je suis le conseiller du roi. Il ne vous écoute plus. Le petit haha était peut-être de trop, je reconnais. L'argumentaire de Gandalf se résume plus ou moins à « Grima vous ment !» Et c'est tout. Il n'y avait pas de grande magie à déjouer là, semble-t-il. Dis-moi, est-ce vrai? Je ne te ferai aucun mal, Grima. Parle, je t'en supplie. Dis-moi que ce qu'on a partagé ensemble était sincère. Et on parle de sous-entendus homosexuels entre Sam et Frodo dans les films de Jackson. Et donc ça, c'est réglé. C'était palpitant. Ma nièce, son nom est Éowyn. Ma seule parente fidèle. Elle ne peut pas vous parler, elle est muette. C'est toujours mieux que votre copine Arwen qui est inexistante. À nouveau, on a un résumé ultra rapide de l'évacuation jusqu'au gouffre de Helm et du départ de Gandalf pour rameuter les troupes d'Éomer, sachant qu'ils s'apprêtent à recevoir l'attaque de la grande armée de Saruman sans qu'on explique comment ils l'ont su. Vous savez, si vous aviez fait tout le film autour de ce genre d'animation, ça aurait pu donner un style un peu sympa. On peut s'y faire avec le temps et ça crée parfois une ambiance pesante efficace. Mais à nouveau, il fallait que vous mélangiez ça à une animation traditionnelle et le contraste est super mal foutu. La bataille dans son ensemble est pas mal du tout, mais une fois de plus souffre la comparaison avec la version plus récente et peaufinée. Après, ne boudons pas trop notre plaisir, ça reste une bonne scène. Il se retrouve acculé et Théoden est tellement contrarié qu'il en oublie d'utiliser sa voix française. C'est tellement cheap comme raccourci. Et c'est là que la cavalerie, composée d'une douzaine d'hommes, arrive et disperse la méchante armée. À 12 donc. Ce serait bien que j'en touche un quand même. Et c'est là que ça se termine. On n'en verra pas plus sur les hommes arbres. Gandalf et ses joyeuderies sauvent la situation en 50 secondes. Et c'est la fin. Bisous. C'est difficile de juger ce film avec un œil impartial aujourd'hui. Il y a des mises en scène efficaces, quelques moments assez prenants, et l'histoire de base, étant celle du Seigneur des Anneaux, est très forte. Mais il y a tout autant de mises en scène foireuses, le style visuel est trop inconsistant, beaucoup de choses s'enchaînent trop vite, et le plus grave, les personnages ne prennent pas. Quelques-uns s'en sortent correctement, mais la plupart sont tellement expédiés dans cette narration au rythme infernal qu'aucune attache forte ne se crée pour eux de la part du spectateur. Alors que c'est l'une des forces de la trilogie plus récente. Les personnages et leurs liens sont tellement étoffés qu'ils paraissent presque réels pour le spectateur, parce qu'on a accordé à cette histoire le temps dont elle avait besoin. C'est la raison pour laquelle ce film animé n'est pas resté dans les mémoires, et maintenant que Jackson a su poser sa vision, celle-ci en devient totalement désuète. Une version quasi impossible à jauger en soi, tant elle s'efface devant la nouvelle qui l'éclipse à quasiment tous les tableaux. C'est tout de même dommage qu'on n'ait pas eu de suite pour conclure ça, parce que j'aurais tellement voulu savoir si Théoden et Grima allaient se réconcilier. C'était Mayolek et Orlando Bloom rules. With a ping and a pong, the fiddle strings broke, the cow jumped over the moon. Si je suis plus théâtral dans mes gestes, peut-être que cela vous convaincra-t-il.